Donc tout d'abord, j'aimerais remercier Michel de m'avoir invité à venir ici vous parler de Clarice Lispector et donc de cet auteur et de ce livre Liens de famille qui est dans le concours de l'agrégation de cette année pour l'option portugais. Au contraire de ce qui avait été annoncé, je ne parlerai pas des deux contes. Étant donné le temps qui m'était imparti, il sera difficile de donner tous les éléments. Donc j'ai choisi le conte qui me semble le plus représentatif, qui est Amor, et je laisserai donc le buffle pour une prochaine fois. Donc pourquoi j'ai choisi ces contes? Puisqu'il me semble qu'il y a là, il n'est pas plus important que les autres, mais il y a là une sorte d'expérience du langage et une vision de monde propre à Clarice Lispector qui est à son paroxysme. Donc je pense qu'il sera plus intéressant donc pour les agrégatifs d'avoir quelques éléments de l'œuvre à partir de cette analyse de Amor. Alors, deux mots sur l'écrivaine donc Clarice Lispector et son apparition dans le champ littéraire brésilien. Donc, quand la jeune écrivaine d'origine juive ukrainienne Clarice Lispector publie Près du cœur sauvage en 1944, elle propose un récit d'une grande densité psychologique peu fréquente dans le panorama littéraire marqué par le régionalisme, le rapport donc entre l'homme et l'espace étant un axe important de la littérature brésilienne, et ce depuis le romantisme. On l'accuse d'ailleurs d'être trop intimiste, de faire abstraction de la réalité brésilienne, de la réalité nationale. Carlos Mendes Souza, auteur d'une étude de grande haleine sur l'œuvre de Clarice Lispector, a d'ailleurs raison d'affirmer, et je le cite, que Clarice Lispector est la première affirmation la plus radicale d'un non-lieu dans la littérature brésilienne. Fin de citation, donc extrait de Figures de l'écriture chez Clarice Lispector. Accusée donc d'écrivain aliéné, car n'abordant pas la réalité et les questions nationales, Clarice dérange car elle propose une déterritorialisation de la littérature. Comme affirme Carlos Mendes Souza, Lispector, je le cite, remplace l'espace réel par l'expérience sensorielle et linguistique en proie à une métamorphose au même titre que le personnage. Il existe une continuité donc thématique visible chez Clarice Lispector. Il s'agit d'une manière générale d'une thématique existentielle. Tout parcours est une forme donc d'itinérance humaine, comme l'affirme Benedito Nunes, encore un de ses spécialistes. L'espace est présenté dans Liens de famille, la ville de Rio de Janeiro, espace ancré dans la réalité brésilienne et d'une complexité socio-historique indéniable, a peu d'importance ici. Elle est, selon Olga de Sá, encore une autre spécialiste, l'écrivaine du temps. Le temps est surtout intime, relatif, existentiel. Le temps chronologique, de la même manière que l'espace, n'a aucune ou peu d'importance dans ses récits, dans son œuvre. D'une manière générale, comme dans ses romans, ses recueils de contes suivent un même schéma narratif. L'histoire tourne autour d'un épisode central, en vérité, à un moment donné de l'expérience intérieure du personnage. Afonso Romano Santana nomme cet épisode de moment de tension conflictuelle suivi de transformation, ce qui sera appelé après comme épiphanie ou moment épiphanique. Cette tension, elle est déclenchée par une confrontation entre deux ou plusieurs personnages dans plusieurs contes, mais aussi entre un personnage et un objet ou un animal, comme nous l'avons vu avec la présentation de Brigitte. Néanmoins, et le Benedito Nunes le souligne souvent, le personnage lispectorien est toujours le même. Ce sont souvent des femmes marquées par une certaine passivité face à l'expérience intérieure qu'ils éprouvent, une expérience qu'ils ne peuvent absolument pas contrôler. Bouleversées par des événements tout à fait banals, un aveugle qui mastique un chewing-gum,
comme dans le conte, la vision d'un bouquet de fleurs, la rencontre avec un clochard, la vision d'un cafard, comme dans Passion selon GH. Ils deviennent spectateurs de leurs états d'âme et subissent une scission de leur intériorité qui est maintenant dédoublée. Donc, entre l'altérité, l'identité et l'altérité. Ce dédoublement de soi, ce que Benedetto Nunes appelle de manière très poétique le descortinio de si, ou le dévoilement de soi, est donc un moment d'une révélation. Le personnage lispectorien vit cette expérience qui, par une sorte de consensus, les spécialistes vont donc nommer épiphanie. Qu'est-ce que donc ces moments d'épiphanie, dont on parlera plus tard? Orgadissa le définit de cette manière que je vais donc je vous cite ici donc un extrait de son œuvre, l'écriture de Clarice Lispector. L'épiphanie est toujours un moment de danger au bord du gouffre, la séduction qui guette toutes les vies. La vie protégée représente le domestiqué, le quotidien, le mariage, les courses au marché, les visites et les anniversaires. La coquille de ces actes routiniers est toujours sur un fil et sa rupture a lieu dans un moment d'épiphanie lorsqu'une femme rentre de ses commissions et soudain entrevoit l'automatisme de sa propre vie. Fin de citation. Nous avons donc ici parlé de prose intimiste, d'apprentissage existentiel, de dédoublement du sujet, d'expérience épiphanique, mais tout cela n'existe qu'à travers une écriture et une expérience du langage. Un langage qui donne forme à cette itinérance humaine. À première vue, l'écriture de Clarice peut nous paraître limpide et facile à comprendre. À comparer à son contemporain, donc un autre grand écrivain brésilien de la même époque, João Guimarães Rosa, auteur d'une prose marquée par une certaine alchimie du langage, Clarice Lispector a un langage que les critiques appellent souvent dénudé. Néanmoins, comme João Guimarães Rosa, la prose de Clarice Lispector est essentiellement poétique. Comme le précise Orgadissa, le langage est situé chez Clarice surtout dans un axe métaphorique, comme l'utilisation intensive de figures de style nous le prouve. Et on verra l'utilisation des métaphores, de comparaisons, d'oxymores et de paradoxes. Aussi, la réalité décrite par Lispector est mise en forme par des procédés narratifs particuliers qui sont inséparables du message véhiculé et de l'expérience de ces anti-héroïnes. Par là, l'expression de la transparence intérieure de ces personnages est mise en scène par un style indirect libre, intensifié par des monologues intérieurs et parfois par des courants de conscience. Aussi, son écriture est fréquemment interjective, fragmentaire et marquée par la répétition des mots, des phrases. Cette dernière, donc la répétition, comme le précise Orgadissa, est un trait caractéristique du style de Clarice, car elle exprime une impossibilité de dire l'expérience éprouvée, ce que Clarice a appelé une chanson ennuyeuse, cette cantilène enjoada, un excès de langage pour exprimer l'indicible. Dans ce sens, un point aussi important à évoquer, c'est les caractères métafictionnels de ces récits. Toute approche du cœur sauvage de la vie, thématique au centre de son œuvre, est une expérience du et par le langage, mais aussi une expérience de l'échec du langage, de dire l'être dans toute sa profondeur, de nommer et représenter l'expérience plus proche d'une essence divine et aussi irrationnelle de l'humain. C'est en effet le sens même de son écriture, selon Clarice elle-même, de montrer que le langage ne peut qu'approcher cette expérience vertigineuse qui le dépasse, car de l'ordre de l'irrationnel. Écrivaine de l'expérience existentielle, ses intrigues sont, dans la plupart des cas, d'une banalité déroutante. Disons que le factuel a peu d'importance
Et pour reprendre une phrase de Clarice Lispector un peu passe-partout, le factuel n'est pas au centre de son écriture, car pour Clarice, le plus important est bien la répercussion des faits chez l'individu. N'est-ce pas? Tout ce qui, ces faits vont provoquer chez l'individu, au niveau intime, psychologique. Tous ces éléments présents ici sont importants pour comprendre ce que nous allons maintenant analyser. Son intrigue est, de prime abord, assez simple, peu factuelle, comme je viens de le dire. L'évolution du personnage au long du récit nous permettra de percevoir une écriture au contraire complexe, autant dans sa forme que dans la métamorphose de ce personnage. Le conte Amour est un conte donc emblématique de l'œuvre mature de Clarice Lispector. En effet, il met en scène plusieurs caractéristiques formelles et thématiques du récit lispectorien. Nous pourrions résumer l'histoire factuelle en 3 ou 4 phrases, mais ce résumé ne toucherait qu'à la surface du récit. Ainsi, Anne, faisons-le, femme au foyer, consacre ses journées à ranger sa maison et à s'occuper de sa famille. Lorsqu'elle finit ses différents travaux domestiques, elle part faire des courses ou réparer des objets cassés. Ce jour-là, elle est bouleversée par la vision d'un aveugle qui mastiquait un chewing-gum et suite à une secousse du tramway, ses courses rangées dans un sac tricoté tombent par terre. Elle continue son chemin, oublie de descendre à l'arrêt habituel et se retrouve, malgré elle, dans les jardins botaniques de Rio de Janeiro. Elle y passera un certain temps avant de reprendre le tram pour rentrer chez elle, car elle devrait recevoir ses frères pour dîner le soir. Donc voilà l'histoire factuelle qui résume à peu près, n'est-ce pas, à la surface, le récit. Anne cherche le confort du foyer. Elle s'applique pour le trouver dans les travaux domestiques qui remplissent presque toute sa journée. Son quotidien de femme au foyer semble lui procurer de la satisfaction. Néanmoins, dès le 3e paragraphe, une histoire vient s'infiltrer dans l'autre. Caché dans un niveau moins apparent, un autre récit se construit, celui d'une autre Anne, donc l'enjeu entre l'altérité et l'identité. Ainsi, Anne laisse entendre qu'elle savait par intuition qu'une fois fini son travail domestique, elle serait confrontée à elle-même, à une mise en question de soi. Et je cite le récit, « L'heure dangereuse de l'après-midi, quand la maison était vide et n'avait plus besoin d'elle. À une certaine heure de l'après-midi, les arbres qu'elle avait plantés se moquaient d'elle. » Fin de citation. Les prochains paragraphes, jusqu'à la vision de l'homme aveugle, sont marqués par une suite d'avancements et de reculs dans sa pensée, le récit fragmentaire dont nous a parlé Orgedisa, puisque le récit est la mise en forme de la pensée et des sensations du personnage par des procédés d'écriture que nous évoquerons ici. Sa jeunesse est qualifiée donc comme un temps étrange où régnait une maladie de vie, temps d'un bonheur insoutenable. Donc je cite ces deux paradoxes, enfin ces deux oxymores ou paradoxes. Au contraire, la vie qu'elle avait maintenant, qu'elle avait choisie, comme elle le répète à 2 reprises, donc toujours cette répétition comme une chanson, était bien différente. Le paradoxe semble être dans le pacte fait pour avoir cette vie d'adulte, ce destin de femme dont elle nous parle. Par l'utilisation des paradoxes et des oxymores, maladie de vie, bonheur insoutenable, même sans le bonheur on pouvait vivre, le narrateur met en opposition une jeunesse vécue intensement et par des sensations à une vie de femme mariée, rangée derrière les conventions, mais finalement peu heureuse. Sûre de son choix, Anne sait qu'elle doit habilement occuper les heures dangereuses de la journée, durant lesquelles, par ses pensées, son passé pourrait faire éruption. C'est dans un moment de sensation physique ressentie et inattendue que l'événement a donc lieu. À ce moment-là, elle voit un homme aveugle, comme je vous ai dit, en train de mastiquer un chewing-gum sur l'arrêt de tram. Nous sommes ici au cœur donc de la prose de Lispector. C'est la rencontre avec ce cœur sauvage de la vie dont elle nous parle déjà dans l'épigraphe de son premier livre, un être ou objet plongé dans l'irrationnel, dans un mystère que l'on ne peut que ressentir.
Il prendrait dans son œuvre plusieurs formes. Il pourrait être un buffle, une rose, une poule, un œuf, des cafards, d'ailleurs plusieurs, un aveugle, comme ici, une araignée, des victorias, etc. Et sera l'objet d'une expérience ontologique qui se fera notamment par le regard, par la vision. À ce propos, si le verbe voir n'apparaît que deux fois au long de 6 premiers paragraphes du récit, il apparaîtra néanmoins du 7e au 13e paragraphe 11 fois. Cette intensité exprime une expérience qui a lieu par l'acte de regarder et de s'apercevoir. Aussi, la répétition d'une phrase à ce moment-là, dont nous avions parlé précédemment, est ici révélatrice d'une incompréhension qui s'installe chez Anne. Un aveugle mastiquait un chewing-gum. Et elle va le répéter là 2 fois, et puis ça sera répété plusieurs fois après. Une compréhension qui est moins de l'ordre de l'action observée que des sensations que cette vision déclenchera chez elle. L'aveugle laissé sur l'arrêt d'autobus a été l'élément déclencheur d'une séquence d'expériences que le récit mettra en œuvre dans les prochains paragraphes. Comme anesthésiée par cette vision, Anne sera projetée par le train qui démarre. De manière métaphorique, c'est sa vie qui vient d'être secouée, ses certitudes qui viennent d'être ébranlées. À cet égard, le sac de course et surtout les œufs cassés seront la métaphore emblématique d'une mort et renaissance du personnage. Il est d'ailleurs intéressant d'observer la transformation du sac tricoté au long du récit. Il est d'abord son nouveau sac tricoté, qu'elle a fait elle-même, son lourd sac tricoté, le filet en tricot était rêche, le filet avait perdu son sens, et puis finalement le filet souillé de jaune. La définition en évolution du sac est l'extériorisation d'un processus de métamorphose intime. Sa vie perd son sens acquis avec un effort quotidien, elle devient sale, elle devient une autre dans un processus de renaissance dont le symbole de l'œuf est ici représentatif, de vie et de mort, de libération d'une prison. La coquille, le sac tricoté, le cri incontrôlé qui aura lieu à ce moment-là. La matière libérée de cette coquille prison n'est autre qu'une matière vivante parce qu'elle a des sensoriels. Et elle le dit, le jeune visqueux dégoulinait. Parce qu'elle a de vibrant derrière une apparence rangée. À ce moment-là, tout est de l'ordre du sensoriel, même des synesthésies. La transformation est profonde et inéluctable. Ce mal dont elle nous parle à 2 reprises, le mal était fait, et dont la portée nous renvoie à son passé, et je le cite, « telle une étrange musique, puisque, encore une citation, le monde recommençait autour d'elle, le monde était redevenu un malaise. » Sa transformation est de l'ordre du regard. Regarder l'aveugle a déclenché une manière très différente de se regarder, de regarder les autres, de regarder le monde qui l'entoure. Le mal était ainsi fait. Anna voyait un monde nouveau dans lequel la liberté, au contraire de la vie de prison menée jusque-là, était perçue comme un danger et une absence totale d'équilibre. Et je la cite, « Elle avait l'impression d'être descendue au cœur de la nuit. Elle eut l'impression d'être tombée dans un traquenard. » Fin de citation. Par une écriture marquée par les répétitions des phrases, des mots, comme nous l'avons vu, mais aussi par des paradoxes et oxymores, figure représentative de ce sentiment de malaise entre la raison et l'expérience sensorielle, les émotions. Et on pourrait en citer plusieurs exemples. Le personnage est projeté dans ce que les spécialistes de Clarisse définissent de manière assez consensuelle comme étant l'expérience épiphanique. Du paragraphe 14 au paragraphe 27, donc en allant vers la fin du récit, aura lieu ce que j'avais déjà nommé, ce dévoilement de ça, de descortino de si.
Par la phrase « ce qu'elle appelait crise finalement était arrivé », le narrateur introduit le début d'un abandon de Anne à sa nouvelle vie, à une expérience peu compréhensible qui, dans ce sens, ne pourra devenir racontable que par une forme baroque, à savoir qui accepte l'expression des paradoxes, contradictions de l'être qui se regarde vivre. Anne est ici plus observatrice qu'actrice. Cette expérience s'oppose à ce destin de femme dans la prison du foyer. Ce n'est pas anodin le fait que ça se passe dans un jardin-forêt, disons un espace éloigné de la concentration citadine, où la nature, la vie animale, peut encore être maître des lieux dans une grande ville comme Rio de Janeiro. Et il sera question ici d'araignées, d'oiseaux, d'insectes, un chat qui passe et puis une flore exubérante. À nouveau, l'expérience du regard est aiguisée par la répétition du verbe voir, et il est répété plusieurs fois dans ces paragraphes. Anne abandonne ses pensées autour de sa famille et de ses obligations et plonge dans une expérience à nouveau sensorielle, aussi bien inattendue qu'incontrôlable. D'ailleurs, ces sensations arrivent en crescendo, et je cite quelques-unes: plaisir intense, chaleur étouffante, une vie pleine de nausées douces, le cœur au bord des lèvres, les jambes en coton. Elle était effrayée, son cœur battait de peur. Fin de citation. Également, l'oxymore est utilisé pour exprimer une expérience non rationnelle, incompréhensible, où vie et mort, plaisir et douleur ne s'opposent plus, mais forment un ensemble harmonieux. Encore une citation: plaisir intense en opposition en proie à une souffrance, bonté extrêmement douloureuse, nausée douce, la cruauté du monde était tranquille, c'était fascinant et elle était écœurée, la décomposition était parfumée, et plusieurs autres. Expulsée de son univers clos, Anne observe enfin le monde qui l'entoure et est plongée dans l'expérience douloureuse de la vision de l'aveugle, métaphore de son approche de la nature sauvage de la vie, ce qui existe au-delà de la raison et qui se trouve plus proche des êtres non rationnels comme plantes, animaux et insectes. Ainsi, la cécité de l'aveugle envahit la vie de Anne. Pour utiliser un oxymore, l'aveugle illumine son regard sur le monde, comme on peut voir dans cette citation. Elle semblait être passée du côté de ceux qui lui avaient blessé les yeux. C'est l'expérience de la renaissance de l'être, de son être le plus intime et unique, caché sous le rôle socio-familial assumé. Renaissance qui succède, comme le précise le narrateur, par un assassinat profond, car la mort n'était pas ce qu'on pensait. Fin de citation. Dans cette expérience de mort et renaissance, Anne est plongée au cœur du paradis enfer, représenté donc par le jardin botanique. Les jardins, et encore une citation, le jardin était si beau qu'elle eut peur de l'enfer. C'est une expérience visuelle surtout qui touche à l'eschatologie, disons végétale, à la décomposition. Ainsi, dans ce paradis enfer, un travail externe se réalise, miroir de sa transformation intérieure. Et Anne s'observe le vivre en détail. Dans cet espace-temps, l'expérience est de l'ordre d'un malaise, d'une sensation de nausée, si bien exprimée par cette comparaison insolite, encore une comparaison très insolite, je la cite, comme si elle était enceinte et abandonnée. La nausée résulte en effet de cette observation d'un monde qui se décompose, qui meurt. Le sentiment de ce nouveau monde synesthésique, vue, goût, toucher, ouïe, odorat, est l'expression d'un sentiment dichotomique. Il est à la fois, comme je l'ai dit, douloureux, fait de commisération, de peur, de nausée, et jouissif, doux comme du miel, un monde à croquer à belles dents. La terre était molle, Anne la humait avec délice. Fin de citation.
Néanmoins, douleur et plaisir, vie et mort ne sont pas des sentiments ou expériences inscrites dans une opposition. Au contraire, leur force est dans leur intime association, intensité que l'oxymore et sa fusion des opposés réalisent avec perfection. À la fin, Anne décide de rentrer chez elle. L'épiphanie de la beauté, comme l'a défini Orgadissa, n'empêche pas le personnage de réassumer sa vie de femme et mère de famille. Ce qui ne sera pas le cas du conte Le Buffle, puisque l'expérience finit dans l'extase du personnage. Cette nouvelle vie, l'expérience réalisée dans le jardin botanique, l'accompagne chez elle, l'inquiétante étrangeté au cœur de l'intime. Anne rentre, mais elle n'est plus la même. Sa vision de soi et du monde qui l'entoure a basculé et elle réalise que le travail accompli dans le jardin botanique va encore continuer, et cela malgré elle. À la fin du récit, le personnage retrouve sa jeunesse, moment où le bonheur était insoutenable, comme elle nous l'a dit. Elle vit intensément chaque moment, intensité d'une violence qu'elle ne saisit pas complètement. Et encore une citation. « Un aveugle m'a conduite au pire de moi-même. Ce que l'aveugle avait déchaîné trouverait-il place dans ses jours? Combien d'années a passé jusqu'à vieillir de nouveau ?» Fin de citation. Dans cette dernière partie, donc, les oxymores et les répétitions sont présents à profusion et sont essentiels pour transmettre l'extase du personnage. Une répétition qui est celle, par exemple, de mots horreur, répétés 5 fois, mais plusieurs fois dans le récit. Et les oxymores tels que touché par le démon de la foi, le pire envie de vivre, comme ça a déjà été cité, une miséricorde violente, une pitié de lion, un vertige de bonté. Fin de citation. Sa transformation a lieu dans une traversée de soi, la traversée de son opposé, comme l'a défini Orgadissa, et que le narrateur réitère à la fin du récit, en disant que son cœur s'était empli de la pire envie de vivre. Elle avait traversé l'amour et son enfer. L'expérience d'une vie intense dont son mari, gardien de la vie familiale, essaye de l'éloigner à la fin de la journée, quand il est dit qu'il prit sa femme par la main, l'entraîna avec lui sans regarder vers l'arrière, l'écartant du danger de vivre. Et donc, pour finir, le chemin d'apprentissage existentiel dans ce conte peut nous servir de paradigme pour comprendre le chemin d'itinérance que réalisent la plupart des personnages lispectoriens de manière plus ou moins intense et visible. Forcément, ce n'est pas toujours à son paroxysme comme dans ce conte-là. Nous conclurons notre analyse donc en disant que la description de l'expérience réalisée par Anne, l'approche de la chose, comme l'affirmait Clarice Lispector, ne peut avoir lieu qu'à travers une expérience d'un nouveau langage, d'une nouvelle écriture, comme nous avons essayé donc de vous montrer ici. Ce langage, très poétique par ailleurs, se conçoit comme tentative de dire l'indicible, la nature profonde de l'humain, sa part d'animalité, son essence divine, ce que l'utilisation de figures de style, la fragmentation du discours, les répétitions excessives et l'immersion vertigineuse dans les pensées des personnages nous le prouvent. Merci beaucoup.